En plus, c'est un personnage, c'est limite un personnage. C'est exactement comme ça que je le traitais. Je le traitais moi comme un personnage. Après, voilà, c'était de l'actualité locale. Donc ça pouvait être des problèmes de stationnement. Donc tu es venu vivre à Paris à ce moment-là? Ouais, je me suis installé à Paris à ce moment-là. Et j'ai fait ça pendant un an et demi. Après, j'avais un poste volant. Donc j'ai travaillé dans tous les services du journal. Services politiques, les services locaux dans l'Oise, par exemple, parce qu'il y a des rédactions du Parisien dans l'Oise, les sports. C'est chouette parce que tu as pu voir vraiment des choses différentes. J'ai fait plein de choses très différentes et c'est ce qui me passionne dans l'avantage du journalisme. Et c'est pour ça que je vais faire ce boulot-là, au-delà d'aimer l'écrit et la lecture. C'est que je voulais un boulot où quand j'arrive le matin, je ne sais pas ce que je vais faire l'après-midi. D'accord, mais moi, il y a quelque chose par contre qui me pose problème. Tu vas me dire ce qu'il en est. C'est que on dit spécialiste en rien, généraliste. Mais pour moi, c'est impossible qu'un journaliste qui ne s'y connaisse pas réellement, enfin qui n'ait pas fait d'études d'économie, puisse être journaliste économique. Enfin, tu ne peux pas être bon dans tous les domaines, tu vois. Non, mais les journalistes ne sont pas, hélas, souvent des spécialistes. Et c'est pour ça que quand tu connais une matière et que tu lis un article dans la matière que tu connais le mieux, tu vas souvent avoir tendance à relever des idioties. Ça recouvre plusieurs réalités, ce que tu dis. Il y a des journalistes économiques qui ont fait des études d'économie. Je pense que pour le coup, c'est probablement une minorité. D'accord. Moi, j'ai une... tu vois, dans le fait divers, il y en a peu qui ont fait des études de droit pénal. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'avais aucune notion de droit pénal. Il en faut quand tu fais quand même le boulot que je faisais et que je fais. Mais ça me semble moins flagrant qu'en économie, par exemple. En économie, oui, tu vas retrouver des gens qui n'ont pas forcément une culture économique très poussée. Mais ils la développent en écrivant en même temps. Ils la développent en écrivant, et puis parfois... après, l'économie, c'est un domaine aussi où, tu vois, on va te dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vérité absolue, il y a des économistes qui ne sont pas d'accord entre eux. Bon. Donc il peut y avoir matière à. Mais par exemple, moi je connais... on n'est pas sur de la presse scientifique. Voilà, c'est l'exemple que j'ai donné. Aujourd'hui, il y a une filière par exemple de journalisme scientifique à Lille, ouvert aux ingénieurs. Donc c'est un recrutement en master pour des gens qui ont un bac plus 3 en sciences. D'accord. Et un de mes très bons copains, et journaliste au Figaro, a fait ce cursus après avoir été diplômé d'une école d'ingé. Tu sais, ça me fait penser aux profs. En filière générale, tu connais ta matière. En filière technique, en général, tu viens du monde du travail et tu es devenu professeur. Et en filière pro, tu es un professionnel qui, en outre, est par la force des choses professeur, quoi. Et ta légitimité, tu l'attires auprès des gamins de par ton savoir-faire. Alors que moi, par exemple, en lettres, ça va être par rapport à mon savoir tout court. C'est un très bon exemple que tu donnes. Parce qu'en fait, il y a des... Non, mais tu vois, il y a des physiciens atomistes qui sont probablement les meilleurs dans leur domaine et qui seraient incapables de te raconter en des termes simples, de te donner une leçon de physique. Et tu as des profs de physique qui n'ont pas fait de recherche, qui sont incapables de développer des équations très compliquées, mais qui sont d'excellents pédagogues. Ce qu'on va demander à un journaliste avant tout, quand on passe les concours d'entrée, c'est pas tant d'avoir un domaine d'expertise que d'être capable de restituer des choses de manière simple, de manière synthétique et de manière claire. Après, de toute façon, au fil du temps, à moins de changer de poste tous les 4 matins, tu deviens quand même... tu t'y connais dans ta matière. Oui, quoi. Tu finis quand même par la force des choses par te spécialiser dans une rubrique. Ce qu'on va te demander quand tu entres en école de journalisme, c'est d'avoir une culture générale quand même relativement large. C'était ton cas ? C'était mon cas, même si j'avais par exemple des carences en sport, moi. Mais je me suis toujours beaucoup intéressé à l'économie, à la politique. Les journalistes sont bons au Trivial Poursuite. On est censé être bon au Trivial Poursuite. Mais tu sais très bien, surtout toi qui es dans l'éducation, que c'est pas parce que tu as une culture justement générale. La plupart des gens qui ont une grande culture générale, c'est des gens qui ont une grande mémoire. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des gens qui se sont intéressés à quoi que ce soit.
ni qui ont été forcément hyper curieux. Il y a beaucoup de gens qui réussissent les concours d'école de journalisme ou les concours d'IEP parce qu'ils ont bachoté pendant 1 an comme des brutes. Et jamais ils ont ouvert un livre. Tu peux bachoter sur de la culture générale? Ouais, tu peux, bien sûr que tu peux bachoter, mais évidemment. Mais tout est... Enfin, comment... Mais non, comment? En t'entraînant, en lisant la presse tous les jours, Ok. en faisant des fiches par pays, par thème, tu resteras toujours à la surface des choses, mais tu t'achèteras une culture générale. Il y a des profs de culture générale, il y a des livres de culture générale, bien sûr. Tout ça existe, mais tu seras jamais dans la connaissance des choses. Ce qu'on demande à un journaliste, c'est d'avoir un minimum de culture générale pour pouvoir ne pas être largué dans quoi que ce soit. Mais surtout, on va lui demander d'être en mesure de restituer des choses compliquées, un flot d'informations en peu de temps et en peu de mots. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que si je pense à ton deuxième livre, L'inconnu de Cleveland, on te demande de ne pas être largué, alors qu'on a l'impression en te lisant que c'est précisément le fait de te sentir largué qui fait que tu as voulu écrire ce livre. Oui, alors ça c'est encore une autre dimension que tu évoques, c'est pas exactement la même chose. Ce qui m'intéresse dans L'inconnu de Cleveland, c'est précisément l'absence totale de logique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, alors L'inconnu de Cleveland, donc c'est un livre que j'ai publié il y a 2 ans maintenant. C'est une enquête journalistique écrite avec les outils du romancier. Donc on revient à cette histoire de journalisme narratif ou de tu disais en anglais tout à l'heure. Voilà. Journalisme narratif, ça ira très bien. Redis-le, narrative non-fiction. En fait, j'emploie ce terme-là parce que c'est quand même un genre qui est né aux États-Unis. Donc voilà, on l'a traduit en France avec le terme journalisme narratif. C'est comme web sleuth. Web sleuth, ouais, exactement. Qu'on a traduit par cyber-enquêteur, tu vois, mais... ouais, ou journaliste du web. Voilà. Mais en fait, ça rend pas vraiment très bien ce que web sleuth, c'est vraiment les fouineurs du web, quoi. T'es sûr qu'on dit pas web sleuth? Non, redis-le. Sleuth. Web sleuth. Ouais, je sais. Non, je sais, je t'assure, c'est 100% sûr. Parce que je savais que j'en parlais dans des interviews après, donc j'ai vérifié comment ça se prononçait à l'époque. Donc cette affaire, c'est une affaire qui remonte à 2002, dans l'Ohio, dans la banlieue de Cleveland. Un homme est découvert mort dans son logement. C'est un préfabriqué, donc dans ce qu'on appelle un trailer park aux États-Unis. Donc ces espèces, on voit ça dans les films. Aux États-Unis, c'est très courant. Ouais. T'en croises partout quand tu roules au bord de la route. Ouais. On en voit beaucoup, même en ville, hein, pas forcément en périphérie. Ouais, c'est ça. Et donc cet homme-là vivait là-dedans, dans ce préfabriqué. Il est assez âgé, il est mort seul, il vivait seul dans ce préfabriqué qui était un studio d'une pièce. Et les flics sont prévenus par un voisin qui n'a pas vu cet homme depuis déjà quelques jours. Et quand les flics rentrent, on est vraiment au cœur de l'été, il fait 35 degrés. Et les flics s'aperçoivent très vite que le type s'est tué en se tirant une balle dans la bouche. Donc c'était un suicide. Et les suicides, ça n'intéresse pas la police. Puisqu'il faut, pour s'intéresser à la police, il faut que la mort soit non consentie, violente et non consentie. Donc ça ne les intéresse pas. Il s'est suicidé, c'est encore légal de se suicider. Donc, affaire close. Mais il y a un petit détail qui fait que l'affaire n'est pas classée tout de suite, c'est que cet homme-là, quand les flics vont voir ses comptes en banque, ils s'aperçoivent qu'il a de l'argent. Même un joli petit pactole, plus de 60 000 $. Et donc, cet argent-là, aux États-Unis comme en France, quelqu'un qui meurt avec un compte en banque garni, si on ne trouve pas d'héritier, ça va dans la poche de l'État. Et donc les flics se disent, c'est quand même dommage que ce magot aille dans les poches de l'État de l'Ohio, on va essayer de trouver un héritier. Il se trouve que cet homme-là n'avait vraiment aucun ami connu. Ses voisins disaient que c'était un ermite, un peu bizarre. On ne l'a jamais vu avec une femme, un enfant, même un chien. Et donc, il est difficile de lui trouver des connaissances même. Mais il se trouve qu'il y a un ancien collègue de cet homme-là qui finit par se manifester et qui accepte de mener l'enquête. Il va embaucher un détective privé et ce détective privé va finir par trouver une cousine éloignée de cet homme-là à l'autre bout du pays, en Californie.
Et donc le détective appelle cette dame et dit, écoutez, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre cousin Joseph s'est suicidé dans l'Ohio. Et la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il est mort avec un héritage et vous êtes la seule héritière qu'on a trouvée. Et là, la dame dit, ça m'étonnerait que Joseph se soit suicidé dans l'Ohio parce que Joseph, il est mort en 1945 à l'âge de 8 ans dans un accident de voiture. Fin de chapitre. Et c'est là que l'histoire commence véritablement. En 2002. Ça s'est passé en 2002. Ouais. Et moi, ce que je voudrais, c'est que tu parles de toi, ton rapport à l'enquête. Parce que j'estime que les gens vont se prendre par la main et vont acheter le livre. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est toi, à quel moment tu interviens là-dedans. En fait, si tu veux, moi, à l'intérieur du champ journalistique du fait divers, j'ai un intérêt particulier pour les affaires non résolues. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais été un grand lecteur de faits divers. J'ai jamais tellement regardé les émissions à la télé, un peu Faites entrer l'accusé, j'aimais bien. Attends, t'as vu ton blouson? Tu te fous de moi? Ouais, mais c'est parce que je suis motard, j'ai un blouson de cuir, c'est pas en référence à Christophe Ondelat, qui est un type plutôt sympa par ailleurs. Mais c'est parce que si tu te craches à moto, vaut mieux que tu aies un cuir. Et donc, mais j'étais pas du tout un lecteur de la rubrique des faits divers, par exemple. En revanche, j'étais un lecteur de romans noirs. Mais si tu veux, j'ai dit bien de romans noirs, pas de polar, parce que, enfin, j'ai aussi lu du polar, et mes premiers chocs de lecteur à 15 ans, c'était Fred Vargas. Donc on est dans le polar et on est aussi dans le roman noir. On est un peu à la lisière des deux avec elle. J'ai jamais lu. Enfin, si, j'ai essayé. Ouais. Le connu, là, le bleu, le truc bleu. L'homme au cercle bleu? Ouais, j'ai détesté. Moi, j'ai adoré le cercle bleu. J'ai trouvé ça hyper quelconque. Ouais, c'est pas... Alors moi, c'était... J'en lis plus aujourd'hui, mais à 15 ans, non, je trouvais que... Ok, non, mais... J'aimais bien... Bon, je trouve que c'est une très bonne dialoguiste, Fred Vargas. Je trouve qu'elle est très forte dans les dialogues. Mais peut-être que j'avais déjà lu... En fait, je l'ai découvert super tard. Ouais. J'avais déjà lu Stieg Larsson et ouais. Camilla Lackberg, des trucs un peu plus denses ou un peu plus volumineux. Quoi. Oui, c'est beaucoup. Mais parce que justement, typiquement, je pense qu'elle est plus dans le roman noir que dans le polar. D'accord. L'intrigue policière, je dirais pas qu'elle est accessoire, mais presque. Moi, j'ai toujours préféré ça à Agatha Christie. Je m'en fous, si tu veux, où tu vois, où le polar moderne. Je suis très insensible à Franck Tilliez, à ce côté, tu vois, casse-tête. Mais tu avais dû aimer, parce qu'il y a de ça, Les Rivières pourpres. Non, j'ai pas lu Granger. Parce que là, pour moi, on est plus dans quelque chose de psychologique. Oui, mais après, après, c'est plus en termes d'écriture. Je suis pas hyper sensible à Granger. L'un de mes poètes préférés, c'est Howard Fast, Sylvia, qui est pas du tout une intrigue policière, qui est vraiment un truc, une histoire très, très dark, très noire. David Goudis, que j'adore. J'ai l'impression que ça se passe toujours à New York, les romans noirs. Souvent, ça se passe, il pleut beaucoup, les choses se passent la nuit. Et puis, tu vois... Il y a des réverbères. Il y a des réverbères, il y a du sang qui coule dans le caniveau. Qui fait ploc-ploc. Ouais, j'adore ça, moi. Et j'aime aussi, tu vois, par extension, le cinéma noir. J'ai l'impression de plus connaître finalement les parodies de cinéma noir ou tout ce qui est reprise que vraiment le cinéma noir. Tu devrais, parce qu'il y a plein de trucs super. Le Troisième Homme, qui est adapté d'un livre de Graham Greene, qui est un film magnifique. En roman graphique, ça passe vachement bien, par contre. Alors ça, moi, j'en lis pas des romans graphiques. Ni de la bande dessinée, ni des romans graphiques. Ok. C'est vraiment un univers qui est très étranger au mien. Mais en tout cas, ce qui me plaît, c'est, si tu veux, je me fiche un peu du côté qui est le tueur, quoi. Ce que j'aime, c'est l'ambiance qui va avec le genre du noir. Et c'est toujours non résolu? Non, enfin, j'aime... En fait, si tu veux, ce que j'essaie de t'expliquer là, c'est de te montrer que ce qui me plaît le plus dans les affaires criminelles que j'ai couvertes, c'est tout ce qui est à côté du crime, en fait.